Ok, eh bien, bonjour, bonsoir tout le monde. Voilà, donc pour ceux qui viennent d'arriver, moi je suis professeur Abd, je suis médecin anesthésiste réanimateur au CHU de Douira. Ça fait un petit peu un bon moment que je fais de l'anesthésie en orthopédie exclusivement. Et comme vous le savez, en orthopédie, eh bien, notre activité, c'est pratiquement plus de 90% d'ALR, que ce soit l'ALR centromédulaire ou l'ALR périphérique, donc l'ALR des membres. Donc, on fait un peu de tout. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler de l'anesthésie loco-régionale du membre supérieur. Alors, je tiens à remercier Dr Chappell pour cette initiative qui a fait d'organiser ces webinaires sur différents thèmes. C'est vraiment très, très intéressant. Et donc, on s'est entendu pour faire de l'anesthésie loco-régionale du membre supérieur et puis on fera une deuxième séance complémentaire sur le membre inférieur. Alors moi, j'essaie d'être pratico-pratique, de vous parler des principaux blocs du membre supérieur parce que sinon, on va y passer la nuit. Et donc, on va commencer tout de suite. Comme vous le savez, les techniques d'anesthésie loco-régionale du membre supérieur ne sont pas toutes récentes, hein. Ça ne date pas d'hier. On fait des blocs depuis très, très longtemps, justement, surtout les blocs des membres. Les blocs de parois sont arrivés un peu plus tard. En fait, c'est dès 1800, dans les années 1880, que le premier bloc du plexus brachial a été décrit par instillation de cocaïne par Halsted. Ensuite, c'est en 1900, dans les années 1900, qu'on a commencé à utiliser ce qu'on appelle la technique de paresthésie, comme le disait le fameux dicton de Moore, no paresthesia, no anesthesia. Ensuite, on a vite abandonné cette technique, puisqu'en 1962, les neurostimulateurs ont fait leur apparition et on a commencé à faire des blocs sous neurostimulateurs, ce qu'on appelle les techniques à l'aveugle. Et puis, c'est en 1978 que le premier rapport sur les ultrasons dans cette discipline est apparu. Alors, c'était juste un petit peu une description, mais c'est que dans les années 90 que l'échographie s'est vraiment installée dans l'anesthésie loco-régionale définitivement. Et puis, elle s'est beaucoup plus élargie dans les années 2000 pour maintenant devenir carrément la technique de référence, voire la seule pour certains. Donc, pour certains dans les pays développés, c'est la seule technique qu'on utilise. Alors, entre neurostime et échographie, ça c'est un autre débat, on ne va pas en parler aujourd'hui. Mais en tout cas, l'échographie nous a rendu un énorme service parce qu'elle a complètement modifié la pratique de l'ALR et elle a permis déjà de redéfinir d'anciens blocs qui sont un peu tombés en désuète avec les techniques aveugles, mais aussi de décrire des nouveaux blocs, puisque grâce à l'échographie, on arrive à voir d'autres nerfs et à pouvoir aller les chercher ailleurs, principalement les nerfs sensitifs qu'on ne pouvait pas trop bloquer avec la neurostimulation. Et donc, l'ALR est passé un petit peu par plusieurs donc R, par plusieurs techniques pour enfin aujourd'hui que l'échographie fasse son apparition et qu'elle s'invite dans nos blocs opératoires. Et cet éco-guidage a permis donc d'allier efficacité, sécurité, précision avec une courbe d'apprentissage très rapide. Je vais juste vous demander de désactiver vos caméras, s'il vous plaît, et vos micros. Voilà. Et donc aujourd'hui, l'échographie s'impose comme la technique de référence pour la réalisation de l'ALR. Donc moi, je vais vous parler principalement de l'ALR éco-guidée. Et pour parler de l'ALR,
eh bien, il est indispensable de connaître ces câbles, en fait, ces câbles électriques. En fait, ça, c'est l'organisation du plexus brachial. L'anatomie, c'est la base, hein. Donc, comme vous le savez, le plexus brachial est issu des racines cervicales de C5, C6, C7, C8 et D1. Donc, la première racine thoracique. C5, C6 vont s'unir pour euh, former le tronc supérieur. C7 va donner à elle seule le tronc intermédiaire. C8, D1 va donner le tronc inférieur. Ensuite, les troncs à leur tour vont s'organiser. Donc, le tronc supérieur va donner le faisceau latéral avec le tronc intermédiaire. Le tronc inférieur va donner le faisceau médial. Et puis, les trois troncs vont donner le faisceau postérieur. Le faisceau postérieur est à l'origine du nerf radial et le nerf axillaire. Le faisceau latéral donne à lui seul le musculocutané. Donc, le musculocutané est issu du faisceau latéral. Le nerf ulnaire est issu du faisceau médial et donc il est issu de C8D1. D'accord? Ça, c'est important à connaître pour après comprendre les indications de vos différents blocs. Et puis, nous avons le nerf médian, donc qui vient des faisceaux latéral et médial. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres nerfs qui vont se balader, qui sont issus du plexus brachial et que vous pouvez rencontrer au cours de votre scan. Donc, il y a le nerf dorsal de la scapula qui est issu de C5. Et vous avez le nerf long thoracique qui est issu des racines cervicales C5, C6, C7. Alors, ce n'est pas tout, parce qu'au cours de son trajet, le tronc supérieur va donner le nerf suprascapulaire, qui est important à connaître puisqu'il intervient dans l'innervation de l'épaule. Le faisceau latéral va abandonner une branche qui est le pectoral latéral. Et le faisceau médial va donner le pectoral médial. Donc ça, c'est des nerfs qui ne nous intéressent pas trop. Par contre, on a deux nerfs qui sont importants. C'est le cutané médian du bras, principalement, et de l'avant-bras, secondairement. Ça, c'est des nerfs, on va voir tout à l'heure, qui sont importants à connaître. Et donc, ça va nous permettre de définir le M du médian, voilà, ici, ou pour certains, le V du médian. Sur les dissections anatomiques, vous allez voir le médian qui arrive comme ça en V. Donc ça, voilà l'organisation du plexus brachial qui est très, très importante à connaître puisque ça va vous permettre de comprendre un petit peu de définir vos blocs. Et justement, eh bien, cet enchevêtrement va nous offrir plusieurs possibilités. Alors, on pourra faire soit un bloc interscalénique, soit un bloc du tronc supérieur juste là, soit bloquer les trois troncs par un supraclaviculaire, soit un infraclaviculaire, soit un bloc axillaire, soit de façon plus distale, les blocs distaux, les différents nerfs qu'on va bloquer au cours de leur trajet. Je vais vous demander d'éteindre vos micros, s'il vous plaît. Et donc, voilà. Donc, c'est différent. Le plexus brachial va s'organiser en deux plans. Donc, le plan ventral qui va donner le nerf musculocutané à partir de la racine C5, C6 et le nerf médian C5, C6, C7, C8, D1 avec le radial en miroir en postérieur, le nerf axillaire en postérieur du nerf musculocutané et l'ulnaire C8, D1. Donc, retenez bien cette organisation du plexus brachial parce que c'est important. Et donc, on va pouvoir réaliser un bloc interclavique ici au niveau des racines, un bloc supraclaviculaire ici au niveau des troncs, supérieur, intermédiaire et inférieur, un bloc infraclaviculaire au niveau des faisceaux, le faisceau latéral, postérieur, médial, et puis le bloc axillaire pour bloquer les différentes branches du plexus brachial. Et enfin, on va même pouvoir bloquer de façon plus distale ces différents nerfs
soit au coude, soit au niveau du poignet. Si vous voulez faire de l'ALR, eh bien, ça, c'est la base. Donc, vous ne pouvez pas faire de l'ALR si vous ne connaissez pas votre anatomie. La connaissance de l'anatomie, c'est un prérequis indispensable lorsqu'on veut faire de l'ALR. Et donc, pour corser un petit peu les choses, il faut savoir qu'il n'y a pas de parallélisme entre les dermatomes, les myotomes et les sclérotomes. Ça, c'est quelque chose qu'on vous a appris. Par contre, en ce qui concerne les sclérotomes et les myotomes, en fait, en général, le nerf qui innerve l'os est en général le même que celui qui innerve le muscle qui s'y insère. Donc, il pourrait y avoir un certain parallélisme entre les myotomes et les sclérotomes, mais par contre, entre les dermatomes, ça peut être complètement différent. Par exemple, vous voyez ici, regardez, au niveau de l'avant-bras, on voit les dermatomes qui sont innervés par le musculo-cutané ici et le cutané médian du bras ici. Par contre, au niveau du sclérotome, c'est le médian, c'est le nerf médian qui, en fait, au niveau de la peau, innerve que les 3 premiers doigts, une partie du 4e doigt. Donc, il n'y a pas de parallélisme et cette innervation est vraiment indispensable si vous voulez faire de l'ALR parce que ça vous permet de connaître l'indication des différents blocs en fonction de la région et donc en fonction de l'innervation. Et pour compliquer encore les choses, il faut savoir qu'il y a 20 à 30% de variations anatomiques. Mais ça, ce n'est plus un problème, puisque aujourd'hui, grâce à l'échographie, eh bien, on arrive très bien à les définir. Est-ce que vous voulez bien couper vos micros, s'il vous plaît? Oui, je pense que c'est XTJ Hope 10 Pro, mais il répond pas. Depuis tout à l'heure, je lui envoie des messages. Tu peux le mettre en salle d'attente si tu veux. Hagda, il y aura plus de bruit. Parce qu'il répond pas, je pense qu'il n'est même pas là. Il a laissé son micro ouvert. Soit parce que c'est toi qui as la main. Soit tu bloques son micro. Voilà, merci. Voilà. Ahlam Wadah aussi. Voilà, très bien. OK. D'accord. Et donc, on va commencer les hostilités et on va parler tout de suite du bloc interscalénique, vulgairement appelé le BIS. Le BIS, eh bien, le bloc interscalénique, il est indiqué pour la chirurgie principalement de l'épaule. Hein. Je mets du bras théoriquement, mais principalement de l'épaule, ou en tout cas du tiers supérieur du bras éventuellement. Mais c'est surtout pour la chirurgie de l'épaule, l'analgésie de la chirurgie de l'épaule. Et donc, avec le BIS, on va bloquer les racines du plexus brachial, les racines qu'on a vues tout à l'heure. On va être donc juste à l'issue des différentes racines du plexus brachial, alors issues donc des vertèbres. C'est un endroit idéal pour mettre des cathéters, pour mettre un cathéter pour entretenir l'analgésie. Mais ça, c'est un bloc qui n'était pas vraiment très utilisé, très pratiqué, en raison de tous ces risques, en fait, de la région où on se trouve. Les principaux risques de ce nerf, de ce bloc, c'est le bloc du nerf phrénique, qui est responsable d'une parésie diaphragmatique et qui a longtemps contre-indiqué pour les patients qui présentaient donc des antécédents de BPCO ou en tout cas une insuffisance respiratoire, chez qui ce bloc était contre-indiqué parce qu'avant, il était quasiment donc, sûr d'avoir un bloc phrénique lorsqu'on fait un bloc interscalénique. Injection intratécale ou péridurale, bon, un petit peu théorique parce que c'est vrai qu'on est tout près, donc si on va un petit peu en postérieur, ben, on est tout près des racines. L'injection de l'artère, des injections donc, des artères vertébrales, l'artère dorsale de la scapula et l'artère cervicale transverse qui donc chemine dans cet espace-là. Et puis le syndrome de Claude Bernard Horner qui était aussi pratiquement, pratiquement toujours
retrouvés lorsqu'on faisait un BIS par blocage de la chaîne sympathique et que maintenant, on ne voit plus avec l'échographie parce qu'on utilise des doses beaucoup plus importantes et donc des volumes beaucoup moins, enfin des doses moins importantes et des volumes beaucoup moins importants. Alors, comment réaliser ce BIS? Donc, vous avez deux possibilités. Donc, votre sonde. Alors, en fait, pour tous les blocs du membre supérieur, comme on est vraiment superficiel, eh bien, on va utiliser une sonde linéaire haute fréquence, puisque donc ici, toutes les structures sont superficielles entre donc 1 à 3 cm maximum de la peau pour les plus profonds. Donc, on utilise une sonde linéaire qui est posée de façon transversale. Alors, on a deux techniques. Moi, personnellement, je commence par scanner au niveau du creux axillaire et je remonte. Pour ça, bon, il aurait fallu faire une live démo, mais bon, on n'a pas la possibilité, malheureusement. Il y en a qui commencent par le cartilage cricoïde et passent latéralement. En tout cas, vous avez deux approches. Vous avez l'approche in plane, où vous allez voir tout le corps de l'aiguille, et puis vous avez l'approche out of plane. Là, ça va dépendre de vos habitudes, de votre dextérité, de votre confort pratique personnelle. Et donc, au niveau de la sonoanatomie, voilà ce qu'on voit. Donc, les principales images, donc vous allez voir cette fameuse image en chapelet. Donc, vous allez voir les racines qui sont superposées entre les scalènes antérieurs et moyens. Ici, donc le scalène moyen, le scalène antérieur et les différentes racines. Ici, vous avez la carotide et la veine jugulaire. Ou alors, pour les anglo-saxons, on appelle ça le feu tricolore, le light sign, le feu tricolore, parce qu'on va voir les racines C5, C6, C7. Et justement, comment reconnaître ces racines? Eh bien, il y a quelques indices qui peuvent rendre service. Il faut savoir que C4 correspond. Il faut savoir que donc C4 correspond à la bifurcation quotidienne. C6, l'apophyse transverse de C6 est bifide, vous allez pouvoir la reconnaître. Et puis la racine C6 se divise en deux branches au cours de son trajet. Ça aussi, c'est un petite astuce qui va vous permettre de la reconnaître. Alors que C7, le processus transverse de C7 est droit. Donc, C6 se divise. Vous avez les trois racines qui sont donc enclavées entre les muscles scalènes. Et puis, vous avez les apophyses C7 ou C6, ça dépend du niveau où vous êtes. Sachez qu'avec un BIS, vous n'allez pas bloquer C8, D1. Et donc, vous n'allez pas bloquer le nerf ulnaire. Et du coup, toutes les chirurgies dans lesquelles, ou en tout cas les territoires qui impliquent le nerf ulnaire ne vont pas être bloqués par ce bloc. Donc, et c'est pour ça que je vous dis, l'indication, ça va être principalement la chirurgie de l'épaule. Donc, je reviens un petit peu sur les repères pour mieux comprendre. Voici donc C5, C6, C7. Et regardez, on voit les apophyses transverses de C5 qui est bifide et donc qui comprend deux cornes, C6 qui est bifide, alors que vous voyez ici C7 qui comporte une seule apophyse et donc une seule corne si vous voulez. Donc ça, c'est une particularité anatomique qui pourrait vous aider un peu à identifier vos structures anatomiques à l'écran. Il y a aussi une autre astuce pour connaître le niveau. Là, vous avez l'artère vertébrale. Et donc, théoriquement, si vous êtes au niveau de C5, C6, vous n'allez pas pouvoir la voir puisqu'elle est un petit peu cachée par ces apophyses. Alors qu'au niveau de C7, elle va être dégagée
et elle est à ce moment-là visible sur votre écran. Vous pouvez la rechercher par le Doppler. Donc, si vous arrivez à voir l'artère vertébrale, sachez que vous êtes au niveau de C6. Alors, excusez-moi. Une vidéo ici. Donc, regardez. Hop. Donc, alors, excusez-moi. Donc, regardez ici, on voit l'apophyse bifide de C6. Regardez avec 2 cornes. Hop. Alors que là, on a un C7 qui possède une seule corne lorsqu'on descend. D'accord? Et donc, ça, c'est probablement C7. Voilà. C6, ici, avec 2 cornes. Et hop, C7. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu des petites astuces pour reconnaître les différentes branches. Pour un bis, donc pour un bloc interscalénique, 7 cc de bupivacaïne suffisent à avoir un bloc de qualité. Bon, certains vont jusqu'à 10, d'autres utilisent seulement 5. Et il est important de venir injecter entre C5 et C6 à l'intérieur du fascia pour avoir un bloc qui marche. Alors justement, un petit mot sur la chirurgie de l'épaule. Eh ben, la chirurgie de l'épaule, en fait, est innervée principalement par le nerf suprascapulaire issu donc des branches C5, C6. On a vu tout à l'heure le tronc, principalement le tronc supérieur. Voilà. En antérieur et en postérieur. En postérieur, on a principalement le nerf axillaire. Et puis, on a une partie du nerf musculocutané, un petit peu, donc le nerf pectoral latéral qui a un petit peu une innervation, mais vraiment minime. Le musculocutané issu des branches C5, C6, C7. Donc ça, c'est pour l'innervation profonde. L'innervation profonde, c'est surtout C5, C6, C7. Et ça, vous pouvez l'avoir facilement avec un bloc, avec un bis, avec un bloc interscalénique. Par contre, ce qui pose problème, c'est l'innervation superficielle, puisque l'innervation superficielle implique, en plus de ça, donc en plus de nerfs, de ces différents nerfs, le nerf supraclaviculaire, qui est issu des racines C3, C4, et qu'on ne pourra pas donc bloquer avec un bis, mais qui interviennent dans l'innervation cutanée. Et puis, on a cette partie-là, innervée par le nerf intercostobrachial, qui est en fait un nerf qui est issu donc d'une anastomose entre le deuxième nerf intercostal et le cutané médian du bras, et qui est important à bloquer lorsqu'on fait des capsuloraphies de l'épaule. Donc, la région postérieure, pareil, on a ce muscle intercostobrachial. Et donc, pour avoir une anesthésie parfaite, il faut bloquer ces 2 nerfs de façon individuelle, ce qui explique qu'on ne peut pas faire de la chirurgie de l'épaule avec un bis seul. Il faut au minimum associer un bloc du plexus cervical superficiel et le bloc intercosto-brachial. Donc, voilà, pour clore les débats. Donc, voilà, on a ce petit nerf intercostobrachial qui peut envoyer des branches. Donc, lui, il est principalement, il intervient dans l'innervation du creux axillaire, mais il peut envoyer des branches vers l'épaule, de même que ce nerf supraclaviculaire ici, qui est issu des racines C3, C4.
et donc qui n'est pas du tout concerné lorsqu'on fait un bis. On va plutôt bloquer C5, C6, C7. Je tiens à le préciser. Donc voilà ce qu'il y avait à dire principalement pour le bis, en fait, au bloc supraclaviculaire. Donc ici, avec un bloc supraclaviculaire, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces câbles électriques que je vous ai montrés au début. Donc ici, on va bloquer les trois troncs, le tronc superficiel, intermédiaire et inférieur du plexus brachial. Et donc, logiquement, ce bloc est indiqué pour toute la chirurgie du membre supérieur, puisqu'on va bloquer les troncs, donc avant la division. Ça va dépendre, on va en parler plus en détail. Et le principal risque de ce bloc, c'est le risque de pneumothorax, puisqu'on est dans la région supraclaviculaire, donc c'est normal, on a la plèvre juste en arrière. Et le risque de ponction vasculaire, puisque à ce niveau-là, on a beaucoup de vaisseaux, des gros vaisseaux, et donc il y a un risque de ponction vasculaire. Le bloc interscalénique et le bloc supraclaviculaire sont les blocs les plus risky, entre parenthèses, et qui nécessitent un petit peu d'expertise pour les faire. Donc, ici, vous allez poser votre sonde de façon transversale au niveau du creux axillaire. Ici, alors, je vous donne une petite astuce pour améliorer votre image. Vous allez un petit peu becquer votre sonde. Donc, vous allez becquer votre sonde en arrière, transplanter votre sonde en arrière pour venir appliquer votre cote sur… donc, vous allez faire ce mouvement-là pour appliquer votre cote et protéger la plèvre. Il y a une autre approche, cette approche que moi, personnellement, je préfère, c'est l'approche postérieure où vous allez aborder votre plexus ici, de postérieur en antérieur. Donc, c'est l'approche postérieure. Elle est très intéressante parce que quand vous posez votre sonde comme ça, vous allez éliminer toutes les structures dangereuses, on va dire, de là. Donc, la plèvre, les vaisseaux, etc. Je vais vous montrer ça là. Et justement, vos repères vont être la première côte, ici, la plèvre qui se manifeste ici par un liseré hyperéchogène, l'artère sous-clavière, la veine sous-clavière ici, juste latéralement, et puis on a le plexus brachial qui se manifeste ici en grappe de raisin. Alors, à ce niveau-là, vous pouvez voir comme ça, soit comme ça en grappe de raisin, soit en 2 faisceaux ou en 3 faisceaux organisés. Et puis, vous avez, par contre, à ce niveau-là, il y a plusieurs nerfs, plusieurs vaisseaux qui peuvent se balader ici. Vous avez l'artère suprascapulaire, l'artère cervicale transverse. Et donc, il vaut mieux mettre un coup de Doppler pour identifier tout ça, pour réaliser votre bloc de façon sûre. Donc, à ce niveau-là, il vaut mieux réaliser 2 injections. Donc, la première entre le tronc supérieur et intermédiaire et la deuxième entre le tronc inférieur et le tronc intermédiaire. Il est très important pour avoir le nerf ulnaire, qu'on appelle, ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui provient de C8D1, de venir injecter dans le corner pocket qui est délimité par la première côte, l'artère subclavière et la partie inférieure du tronc. Donc, le tronc inférieur du plexus brachial. Donc, juste là, il est important de venir injecter ici pour avoir le nerf ulnaire. La deuxième approche que je vous ai montrée tout à l'heure, donc postérieure, vous allez avoir cette image-là. Vous allez avoir le tronc, le plexus en tout cas, enchâssé entre les scalènes moyens et antérieurs, ici. Et vous avez cette image de butterfly. Donc ici, regardez, vous êtes loin de la plèvre, loin de la première côte et loin des vaisseaux. Et donc, vous pouvez le prendre ici en toute sécurité, en tout cas de façon plus sûre. Alors,
Une variante du bloc supraclaviculaire, c'est le bloc du tronc supérieur. L'idée de ce bloc, c'est quoi? Ce que moi, personnellement, j'appelle un supraclaviculaire haut ou un bis bas. Donc, l'idée de ce bloc, c'est de venir prendre le plexus brachial, les différents troncs, donc principalement le tronc supérieur, avant que le nerf suprascapulaire s'échappe. Et donc, ce qui est intéressant pour la chirurgie de l'épaule. Pour la chirurgie de l'épaule, il est important de prendre le nerf suprascapulaire. Si vous faites un supraclaviculaire un peu plus bas, vous risquez, donc pour une chirurgie de l'épaule par exemple, vous risquez donc de rater le nerf suprascapulaire qui va s'éloigner et passer en arrière ici. Donc vous pouvez le prendre ici, voilà, on voit ici le nerf, le tronc supérieur enchâssé entre les scalènes toujours et le muscle omoïde en haut. Là encore, c'est un bloc un peu plus sûr puisque les structures artérielles, en tout cas dangereuses, elles sont beaucoup plus loin de l'abord, de la cible. Donc ça, c'était pour le bloc supraclaviculaire. On passe maintenant au bloc infraclaviculaire. Donc avec le bloc infraclaviculaire, là, on va bloquer les faisceaux du plexus brachial, les différents faisceaux latéral, postérieur et médial. Donc ce bloc, c'est pour toute la chirurgie vraiment du tiers inférieur de l'humérus, du coude, de l'avant-bras et de la main. Et donc, on va bloquer les trois faisceaux. L'avantage de ce bloc, c'est que vous allez le réaliser, donc vous n'allez pas mobiliser le membre supérieur, ce qui est intéressant pour les patients en traumato, donc pour les patients fracturés douloureux. Et puis, c'est la meilleure zone pour poser un cathéter au niveau du membre supérieur. Parce que c'est une zone propre déjà, il n'y a pas de risque septique. Et puis, c'est une zone qui ne bouge pas trop. Et donc, pour la fixation du cathé, c'est l'idéal en fait. Le risque, c'est le risque de ponction vasculaire, puisqu'à ce niveau-là, on va voir les différents faisceaux s'organiser autour de l'artère. Et donc, il y a un risque de ponction vasculaire. Et à ce niveau-là, la compression est impossible de l'artère sous-clavière. Le risque de pneumothorax ici, il est beaucoup plus théorique que réel. Et puis, c'est un abord assez profond, donc assez difficile chez l'obèse. Simplement, ce bloc, c'est un petit peu compliqué sur le plan pratique, puisqu'on va être gêné par la clavicule. L'espace entre la clavicule et la sonde est très réduit. Donc, pour introduire votre aiguille, ça va être un petit peu compliqué. Donc, l'angle d'introduction de l'aiguille est un petit peu, nécessite un petit peu de dextérité. La visualisation de l'aiguille aussi, puisque là, on va être assez profond et puis avec l'angle d'introduction modifié, donc vous risquez de ne pas avoir une bonne visibilité de l'aiguille. Et bien sûr, les différents vaisseaux qu'on trouve sur le trajet. Alors là encore, on a deux approches in plane, out of plane, sachant qu'il faut toujours préférer l'approche in plane. Et c'est là l'abord dont je vous parlais, c'est un petit peu compliqué d'entrer dans ce espace réduit. Vous allez être gêné par la clavicule. Alors certains, comme certains collègues, abordent de façon ici oblique, où ils vont voir juste le bout de l'aiguille arriver. Donc, enfin, une partie de l'aiguille qui peut être un compromis entre le out of plane et le in plane. Donc, en sonoanatomie, ça donne ça. Vous allez avoir le muscle grand pectoral, le petit pectoral ici, l'artère sous-clavière et la veine ici. Et puis, vous allez trouver vos faisceaux organisés autour de l'artère, le faisceau latéral, le faisceau postérieur et le faisceau médial. Alors, vous allez venir ici in plane, et il est important de venir injecter ici en arrière sur le faisceau postérieur pour que votre liquide, donc votre volume d'anesthésique locale, diffuse en U de part et d'autre et prendre le faisceau latéral et le faisceau médian. C'est pour ça que si vous vous rappelez avant avec les techniques à l'aveugle, on préférait injecter sur la réponse du radial, la réponse du radial qui est en fait le faisceau latéral. Parce que si vous venez ici
injecter sur le médian, sur le faisceau médial, vous pouvez avoir un échec. Le liquide peut ne pas diffuser vers les faisceaux latéraux et médiaux. Donc, le fait est médial. Donc, le fait est postérieur, pardon. Donc, vous devez venir injecter ici en postérieur et vous allez avoir, regardez, la diffusion en U de part et d'autre de l'artère pour un meilleur résultat. Donc ça, c'était pour le bloc infraclaviculaire. On passe maintenant au bloc axillaire. Alors, le bloc axillaire, c'est le bloc le plus pratiqué, le bloc du plexus brachial le plus pratiqué par les anesthésistes réanimateurs. Surtout maintenant avec l'échographie, c'est peut-être aussi le bloc peut-être pas le plus compliqué, mais qui nécessite un peu de dextérité pour mobiliser l'aiguille. Donc, ce bloc est indiqué pour toute la chirurgie à partir du coude. Donc, le coude, l'avant-bras, le poignet et la main. En fait, le plexus brachial, il faut le prendre, plus votre chirurgie est distale, plus vous allez faire des blocs distaux. Donc, plus votre chirurgie est proximale, plus vous allez aborder votre bloc plus haut, votre plexus plus haut. Donc ici, on va bloquer les branches terminales du plexus brachial avec possibilité de complément au niveau du coude et du poignet, on va le voir. Pourquoi c'est le bloc le plus réalisé? Parce qu'il comporte très peu de risques. Ici, peu de structures dangereuses. Et donc, à ce niveau-là, on a 4 nerfs à bloquer, le médian, l'ulnaire, le radial et le musculo-cutané. Mais on va voir pas. Donc, vous allez au niveau du creux axillaire, là encore 2 abords, mais ici, vous allez faire plusieurs injections, donc clairement, cette méthode est l'abord in plane est le plus conseillé. Donc voilà ce que ça donne en son anatomie. Vous allez voir vos différentes branches organisées autour des vaisseaux. Votre repère principal, c'est le tendon conjoint, qui est en fait la confluence du tendon du grand dorsal et du muscle grand rond, l'artère axillaire, la veine axillaire, et puis théoriquement, vous avez le nerf médian, le nerf ulnaire ici, le nerf radial qui repose toujours sur le tendon du grand dorsal, du tendon conjoint, et le nerf musculo-cutané entre le muscle biceps huméral et le muscle coraco-brachial. Et donc là, vous allez venir prendre vos nerfs un à un. Il y en a qui préconisent de faire 3 injections, une au-dessus de l'artère, une au-dessous de l'artère et une sur le musculo-cutané. Donc ici, vous allez prendre d'abord le nerf médian. On injecte ici sur le médian. Ici, je passe entre l'artère et le médian et je vais prendre mon ulnaire. Ensuite, je passe en arrière de l'artère pour injecter sur le radial. Et enfin, je finis par le musculo-cutané. Alors, il n'y a pas d'ordre en fait pour ces différents nerfs pour les bloquer, donc il n'y a pas d'ordre chronologique. Vous pouvez faire comme vous le sentez, en fonction des nerfs les plus accessibles, en fonction donc de l'aiguille. En tout cas, essayez de faire le moins de mouvements d'aiguille possible pour le confort du patient. Alors, oui, on va prendre le médian, l'ulnaire, le radial et le musculo-cut. Et parfois, avec ça, on confie le malade au chirurgien et le malade commence à réagir. Eh bien, en fait, parce que ces 4 nerfs, parfois, ne suffisent pas. Il y a d'autres nerfs qui interviennent dans l'innervation du membre supérieur. C'est le cutané médian de l'avant-bras, mais c'est principalement le cutané médian du bras. Et justement, ce nerf dont on parlait tout à l'heure pour l'épaule, l'intercostal brachial. Donc, ce petit nerf, l'intercostal brachial, est le nerf cutané médian du bras qui, souvent, envoie une branche vers le coude
donc qui dans l'innervation peut s'étendre chez certains patients jusqu'au coude et qu'il faudra prendre de façon individuelle lorsqu'on fait, donc si vous avez une chirurgie du coude. Comment les prendre? Eh bien, une fois vos nerfs baignés, donc une fois que vous avez pris vos différents nerfs, vous allez avancer et vous allez injecter ici, dans le fascia du tendon du tendon conjoint pour bloquer le nerf cutané médian de l'avant-bras qui est situé, du bras qui est situé juste là. Le nerf cutané de l'avant-bras, il est situé juste là et vous allez le prendre systématiquement lorsque vous faites votre bloc axillaire en général. Donc, c'est le cutané médian du bras et le muscle intercosto-brachial qu'il va falloir venir chercher ici en injectant sous le fascia. Donc, chaque fois que vous faites un bloc axillaire pour une chirurgie du coude, pensez à prendre ces deux nerfs ici. Il n'est pas nécessaire de les voir, ce sont des tout petits nerfs. Il suffit d'injecter à l'intérieur du fascia, comme ici on peut le voir, mais parfois vous ne le voyez pas. Alors, le bloc axillaire est peut-être le bloc où il y a le plus de variations anatomiques, donc puisqu'il y a différents nerfs. Ça, c'est l'image classique, donc c'est la forme anatomique classique du bloc axillaire, la plus fréquente, mais vous pouvez voir vos différents nerfs en arrière de l'artère ou alors un petit peu latéralement. Vous pouvez voir, ça c'est une variation que je vois souvent au cours de ma pratique. Donc, vous pouvez voir votre musculocutané qui est attaché au médian. Ça, je le vois très, très souvent. Ou sinon, voilà. Et maintenant, grâce à l'échographie, on arrive un petit peu à identifier les différents nerfs. Et si toutefois vous n'arrivez pas, il suffit de les suivre. Donc, il suffit de les suivre au cours de leur trajet. Donc, voilà les différentes variations anatomiques. Il y en a beaucoup. Donc, voilà, vous pouvez voir les nerfs en antérieur, lunaire et le radial ici. Donc, il y a plusieurs variations. Donc, voilà pour les blocs, le bloc axillaire. Un petit mot sur les blocs distaux. Eh bien, en fait, les blocs distaux, on va aborder ces différentes branches du plexus brachial, soit après leur division, soit au niveau du coude, soit au niveau du poignet. Donc, soit au niveau du coude pour la chirurgie, soit dans un but anesthésique pour une chirurgie donc distale, soit dans un but analgésique en complément à un bloc proximal où on va utiliser un anesthésique de courte durée d'action. Et on associe des blocs distaux avec un anesthésique de longue durée d'action, donc pour prolonger l'analgésie sans bloc moteur. Donc, c'est ça un petit peu l'avantage de ces blocs, c'est qu'ils n'entraînent pas de bloc moteur important. Et donc, on va pouvoir bloquer les différents nerfs. Donc, on commence par le médian. Le médian, il se trouve au niveau de la face médiale du bras, juste en dehors de l'artère. Donc, vous allez voir qu'il est collé à l'artère. Ensuite, il va passer en antérieur, passer en profondeur et repasser en superficiel. Le nerf radial, vous allez le prendre juste au-dessus du coude ici. Vous allez le voir donc juste à côté de l'humérus, à ce niveau-là. Le musculocutané, vous allez le prendre à la face interne, juste au-dessus du coude, là encore. Donc, il est très superficiel à ce niveau-là. Il va ensuite rentrer dans la gouttière épitrocléocondylienne. Donc, ça, c'est les blocs des 3 nerfs au niveau de l'avant-bras. Ensuite, au niveau du poignet, là encore, vous pouvez prendre le nerf médian à ce niveau-là, où il va se présenter comme une forme triangulaire entre les fléchisseurs superficiels et profonds. Le bloc ulnaire, donc vous allez passer médialement, où vous allez voir ici le nerf ulnaire qui est toujours collé à l'artère ulnaire, latéralement.
Le nerf radial à ce niveau-là, il est très superficiel, juste sous la peau. Vous pouvez prendre parfaitement donc avec une barrette. Donc voilà pour les blocs distaux au niveau du coude et au niveau du poignet. Donc là, on a fait un petit peu le tour des principaux blocs du membre supérieur. Après, donc voilà, ce que vous devez retenir de ce topo, eh bien, c'est que l'anesthésie locorégionale du membre supérieur, ou en tout cas l'anesthésie locorégionale tout court, c'est une technique très attrayante. C'est une technique donc, qui apporte sécurité aux patients, comme toutes les techniques d'ALR. Si j'ai un message à vous faire passer, c'est que si vous voulez faire de l'ALR, l'anatomie, c'est votre meilleur ami. Donc, c'est indispensable, c'est un prérequis indispensable. Vous devez bien connaître votre anatomie si vous voulez faire de l'ALR. Ça vous permet donc de comprendre les indications de vos blocs, de vos différents blocs, de mieux comprendre les images sono-anatomiques et donc de mieux connaître vos blocs et de mieux détecter les variations anatomiques. Et puis aujourd'hui, avec l'échographie, comme je le dis souvent autour de moi, aujourd'hui, il y a pratiquement un bloc pour chaque nerf. On peut bloquer n'importe quel nerf sur n'importe quel endroit de son trajet, puisqu'on le voit. Donc, ce qui a permis d'élargir les possibilités et de définir plein de nouveaux blocs, des blocs de complément, des blocs supplémentaires. Et donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Simplement, on ne peut peut-être pas tout maîtriser, mais si j'ai deux blocs à conseiller pour le membre supérieur, s'il y a deux blocs que vous devez retenir et que vous devez c'est un petit peu le kit de survie de l'anesthésiste, c'est un bis et un bax, donc un bloc interscalénique et un bloc axillaire. Avec ces deux blocs, vous pouvez faire pratiquement toute la chirurgie du membre supérieur. Donc, voilà le message que j'ai à vous faire passer. Donc, voilà, j'en ai fini avec les blocs donc, du membre supérieur. Voilà, je serais ravie maintenant de répondre à vos questions faciles. Non, vous pouvez poser toutes les questions qui vous passent par la tête. J'espère que ça a été clair pour vous. Et puis qu'on se reverra dans une semaine pour remettre ça avec le membre inférieur. Donc, voilà, vous pouvez poser vos questions. Je ne sais pas si Chantal a déjà C'est des fait, c'est questions. fait. Merci, Abed. C'était très Ouais, clair. merci. Et il y a pas eu beaucoup de questions, j'imagine, parce que tu as été super clair. Ah, ou Ah alors ben pas du oui. tout. Non, il y a pas eu, enfin, il y a pas eu beaucoup de questions. Je pense que tout le monde est satisfait. Ou alors que tout le monde attend le membre inférieur. Bon. Alors toi qui voulais enchaîner avec le membre inférieur, là, tu es complètement essoufflé. Oui, Donc, t'as vu? on a bien fait de partager ça en deux. C'est tout le monde qui te dit merci. Alors, j'ai trois questions, enfin, quatre questions de trois personnes différentes. Alors, d'abord, Oui, il y a Joseph Biaya. J'imagine c'est notre ami congolais qui te pose deux questions par rapport au BIS. Alors, il veut savoir quel est le rapport entre le syndrome de Claude Bernard Horner et le BIS. oui. Et puis, il veut savoir quel est le mécanisme en fait de ces parésies diaphragmatiques lors du BIS. Donc, quel est le rapport avec le nerf phrénique? Voilà. Alors, c'est une question, c'est deux questions très Ce sont pertinentes deux et très questions, hein. intéressantes. Voilà. Alors, ouais, alors, en ce qui concerne le syndrome de Claude Bernard, le syndrome de Claude Bernard est en fait dû au blocage, enfin, il était dû avec les techniques à l'aveugle, euh, en fait, en raison de l'anesthésie de la chaîne sympathique et qu'on bloquait avec les anesthésiques locaux lorsqu'on faisait un bis, parce qu'avant, avec, avec les techniques à l'aveugle, on utilisait jusqu'à 30 cc d'anesthésiques locaux. Donc, on va avoir une diffusion
vers la chaîne sympathique et donc ce qui entraîne une paralysie en fait de la chaîne sympathique avec le syndrome de Claude Bernard qui associe une énophtalmie, un myosis et un ptosis. Voilà. Et qui était, enfin, c'est une complication anodine qui disparaît d'elle-même après donc quelques heures lorsque l'anesthésique local se résorbe. Donc, il est dû au blocage de la chaîne sympathique lorsqu'on utilisait des fortes doses, de forts volumes d'anesthésiques locaux qui passaient par diffusion, qu'on ne voit plus maintenant avec l'échographe puisqu'on utilise de très faibles volumes. Le nerf phrénique, c'est un petit peu la même chose. Attendez, je vais peut-être repasser sur la planche du BIS juste pour vous montrer quelque chose. Alors, en fait, le nerf phrénique, au niveau du BIS, le nerf phrénique, il chemine. On va y arriver. En fait, le nerf phrénique, il chemine juste là. Il se trouve ici, le nerf phrénique, ici. D'accord à la face est très superficielle au niveau donc des scalènes, ici. Donc, lorsqu'on injectait, là encore, de grands volumes d'anesthésiques locaux, on avait logiquement une diffusion ici vers le nerf phrénique qui entraînait une paralysie diaphragmatique puisque le nerf phrénique donc assure l'innervation du diaphragme. Donc, on avait une diffusion vers le nerf phrénique qui se situe juste là et qui est donc très proche du plexus cervical. Et on avait une diffusion par contiguïté, ce qu'on voit maintenant beaucoup moins avec l'échographe parce que, encore une fois, on utilise de très faibles volumes et donc on n'a pas de diffusion vers le nerf phrénique, même si le risque n'est pas nul. Est-ce que j'ai répondu à ta question Je pense, Est-ce oui. que Je pense que ça a été clair, est-ce hein. que c'était clair pour toi? Je pense que c'est clair. Enfin, pour moi, c'était clair. Oui, bah toi, je sais, Mais je savais j'imagine déjà. que oui, hein. J'imagine que oui, ça devait être clair pour tout le monde. Bon, la deuxième question vient de notre ami Samia Frendi, déjà qui se lamente de ne pas avoir un échographe chez elle. Et là-dessus, je pense que sous neurosimulation, vous pouvez tout autant faire des blocs. On l'a fait pendant Ouais. très longtemps, hein, sans échographie. Ce n'est pas une raison. Donc, quand vous voulez faire de l'ALR, vous pouvez la faire. Alors, est-ce que Techno Camon peut éteindre son micro? Sinon, vous allez être exclu, hein, Attends, on je va vais vous le. exclure. Alors. Voilà. Alors, eh ben, il y a un autre qui parle maintenant. Voilà, très bien. PSPG. Alors, elle te pose la question par rapport aux doses de l'anesthésique locale pour le bloc supraclaviculaire. Alors, Mais combien? pour le bloc supraclaviculaire, il faut en moyenne 20 cc pour un supraclaviculaire. Très bien. Alors, notre ami congolais est satisfait, hein, Après, il vient de répondre. comme je dis souvent, en ce qui concerne l'échographie, il n'y a pas de dose ou de volume, c'est-à-dire fixe, puisque vous voyez la diffusion de votre anesthésique locale autour de vos Effectivement. nerfs. Ouais, Donc, c'est vrai. tout à fait. Donc, il y a peut-être des volumes à ne pas dépasser ou des volumes comme ça à titre indicatif, mais vous pouvez tout aussi bien, si par exemple vous avez une zone vraiment réduite et que vous voyez que votre plexus est baigné avec 15 cc, il est bien entouré, vous pouvez vous arrêter là, mais pas plus de 20 cc pour un supraclaviculaire. Pas plus que ça. Ça peut être moins que ça, dès que vous voyez votre supraclaviculaire, enfin, votre plexus qui est bien entouré. Très bien. Alors, la question suivante vient de Segni FF. Et tu vas voir que ça va te rappeler une discussion qu'on a eue en préparant cette séance.
Alors, Oui. elle voudrait savoir quelle est la composition des anesthésiques, du mélange plutôt d'anesthésiques pour avoir un mélange anesthésique ou un mélange analgésique. Alors ça, Je pense que tu vas devoir faire une séance sur les anesthésiques locaux, tout à fait. si Alors tu ça, veux c'est bien, un long. et tu lui Donc ça, c'est un répondras ce long. jour-là. Voilà. D'accord. Bah, je tiens quand même à lui dire. Ouais. Alors, ça, c'est un long débat. C'est un long débat que j'ai eu d'ailleurs, eu lors des dernières, de la dernière formation qu'on a fait en ALR. Il ne faut plus faire de mélange d'anesthésiques locaux. Je tiens déjà à dire ça. Il ne faut pas faire de mélange d'anesthésiques locaux. Comme il a dit, on pourra peut-être largement en parler dans un topo à part. En ce qui concerne les doses anesthésiques, entre doses anesthésiques et doses analgésiques, c'est une question de concentration. Donc, pour faire de l'analgésie, il faut utiliser des basses concentrations, donc de la bupivacaïne par exemple à 0,25, alors que pour l'anesthésie, il faut utiliser des concentrations plus élevées à 0,5 ou à 0,365. Voilà. Donc, en bref. Très bien. Alors, pour la question suivante, je pense que tu as déjà répondu. En anesthésie, vous pouvez utiliser tous les anesthésiques locaux de longue ou de durée intermédiaire. Par contre, en analgésie, vous allez seulement utiliser les anesthésiques locaux de durée longue ou en tout cas intermédiaire, c'est-à-dire seule la bupivacaïne. Il n'est pas logique d'utiliser de la lidocaïne pour faire de l'analgésie parce que sa durée d'action est courte. Voilà, voilà. Ben, Donc, très bien. après, c'est un long débat, Ben oui. pourra en parler Je plus en pense détail. qu'il faudra programmer, si tu veux bien, une séance autour des Oui, anesthésiques parfait. locaux, hein, parce qu'il y Ouais, a on il y a fera beaucoup ça. d'amalgame là-dessus. Alors, la On question fera ça. suivante, tu as déjà répondu, parce qu'on te pose la question, on te demande s'il y a un volume à respecter pour chaque bloc, ou alors est-ce qu'il suffit juste d'inonder les nerfs, et je pense que tu as répondu que sous écho, Après aussi, ce que voilà. vous devez retenir, ce qui vaut pour l'ALR du membre supérieur ou l'ALR tout court, c'est de par contre respecter les doses toxiques. Il faut Voilà. toujours garder en tête les doses toxiques et ne pas les dépasser. Donc sinon, avec l'échographe, bon, il y a un certain volume à À respecter, par respecter exemple quand même. le BIS entre 7 et 10, pour un supraclaviculaire, pas plus de 20, pour un axillaire, pas plus de 20. Mais sinon, il n'y a pas de dose, on va dire, fixe ou ça va être, vous allez voir donc vos nerfs baignés. Il faut aussi dire que Mais ces doses-là sont à on prendre est selon le loin, contexte, professeur Abed. Faut dire tout que à chez fait, bien sûr. l'insuffisant rénal, vous n'allez pas quand même injecter 20 cc parce que le seuil de Il faut toxicité réduire, est plus bas. Voilà, donc c'est ça. On revient encore une fois aux doses toxiques, en fait. très Et bien. on sait que chez certains sujets, par exemple les insuffisants rénaux, hépatiques, les sujets âgés, il faut réduire les doses de 20%. Et donc, Voilà, très bien. à ce moment-là, vous pouvez jouer sur la concentration. Alors la question suivante, on te dit, lorsque un bloc distal commence à se désinstaller, est-ce qu'on peut faire un bloc proximal pour allonger un petit peu la durée? Alors, Ouais. vous avez fait un Ça, c'est bloc une colle, hein? distal. Non, non, c'est pas du tout une colle, mais je suis en train de penser pourquoi faire un C'est-à-dire, bloc voilà, on a fait distal. un bloc axillaire pour une chirurgie de la main et puis le bloc commence à se lever et le chirurgien, enfin le patient commence à bouger et on te dit, est-ce Justement, qu'on peut aller rattraper au niveau du coude? Voilà. est-ce que c'est dans un but analgésique ou anesthésique? Oui, bien sûr. Anesthésique, Non, ça, d'après ce que j'ai compris, hein. en fait, elle ou il parle plutôt du contraire. Est-ce que quand on fait un bloc distal, on peut le rattraper en proximal? Non, non, oui, voilà, c'est ça. Quand on fait un bloc distal, est-ce qu'on peut le rattraper en proximal? Si on a fait un bloc axillaire, est-ce qu'on peut le rattraper au niveau du coude? Voilà. Au niveau, non, au niveau c'est-à-dire plus haut, au niveau du Ah oui, oui, non, pardon. intraclaviculaire, Oui, 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 tout à fait. c'est ça. Tout à fait. Donc, Ouais. donc là, je Fin ne de sais pas journée. sur, sur le, sur le plan pratique. Logiquement, quand on fait des blocs, Oui. on Hmm. les rattrape de façon distale. Ouais. D'accord? Donc, il n'est pas du tout interdit lorsque vous, par exemple, vous faites un médian
au niveau du coude, au niveau du poignet, et après, ça ne marche pas, et donc vous allez le reprendre plus haut. Techniquement, ça se fait. Après, sur le plan logique, je veux dire, sur le plan logique, parce qu'une fois que votre bloc a disparu, comme vous dites, il est désinstallé, donc il n'y a pas de bloc, vous pouvez refaire n'importe quel bloc. D'accord? Par définition, votre bloc s'est désinstallé, donc il n'y a pas de bloc. Donc là, oui, une fois que votre bloc s'est levé, vous pouvez faire n'importe quel autre bloc. Évidemment, là, il y a d'autres, en tout cas techniquement, Alors, il y a d'autres considérations qui rentrent en jeu. Il y a la dose. La personne te dit qu'elle pose la question par rapport à la sécurité en ALR. Donc, j'imagine qu'on veut parler des doses d'anesthésiques locaux, etc. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Donc là, le challenge, c'est en fait les doses, c'est en fait les liquides, parce qu'en fait, il va y avoir résorption. Et si tu fais des blocs rapprochés, tu vas avoir un risque d'accumulation. Mais si, par exemple, tu as fait un bloc médian au niveau distal, par exemple, au niveau du poignet ou du coude, là, c'est 5 cc. Hein. Les blocs distaux, par contre, c'est 3 à 5 cc, ça suffit largement pour prendre un nerf. Là, tu es très loin de la dose toxique. Donc, si jamais ton bloc au niveau du coude se lève, tu peux très bien après faire un axillaire avec 15 cc ou avec 20 cc. L'important, c'est de faire attention. Mais si par exemple tu as fait un axillaire avec 20 cc, eh bien, tu ne peux pas après aller faire un infraclaviculaire ou un supraclaviculaire avec 20 cc. Donc là, c'est une question de dose, en fait. Ce n'est pas tant la technique qui n'est pas indiquée, mais c'est surtout l'accumulation des doses à laquelle il faut faire attention. J'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, il y a un micro qui est ouvert. Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Voilà, merci. Très bien. Alors, il y a encore 2 questions que je vais te poser. Alors, il y a une question, je viens de répondre, mais tu peux répondre toi aussi. On te dit, est-ce qu'on peut bien faire un bis sous neurostimulation? Bien sûr que oui, mais bon, si tu veux répondre toi aussi. On peut le faire, mais en fait, le problème de la neurostime qu'il y avait justement, c'est pour ce qui a fait que le bis n'est pas le bloc idéal, enfin, n'est pas le bloc le plus pratiqué avec alors, la neurostimulation. si tu permets, Abel, je t'interromps parce que la deuxième question est en rapport, parce que tu vas répondre, enfin, tu vas faire d'une pierre deux coups. La deuxième question te dit, quelles sont justement les contre-indications du bis? Donc, d'accord, vas-y. d'accord. Donc, voilà, avec ce qui fait que le bis n'était pas vraiment beaucoup pratiqué, ou en tout cas n'a pas connu une grande popularité avec la neurostimulation, c'est qu'avec la neurostimulation, le problème, c'est que oui, on a des repères anatomiques qui marchent souvent, c'est vrai, qui marchent bien souvent. Le problème, c'est qu'avec la neurostim, on a souvent tendance à utiliser de grands volumes. Donc, pour un bis, on utilisait minimum 30 cc. On utilisait 30 à 35 cc. Donc, le bis, oui, on peut très bien le faire sous neurostime, à condition de bien respecter. Donc, il ne faut jamais injecter en postérieur. Il faut aller superficiellement et viser le mamelon. Jamais aller d'antérieur à postérieur, jamais perpendiculairement. Donc, aller tangentiellement, donc rester superficielle. Et puis, mais le problème principal reste ces doses importantes, justement, qu'on utilise. Mais oui, c'est un bloc qui était tout à fait décrit avec la neurostime, qui a été utilisé. Après, voilà, il faut bien respecter les repères, les règles de sécurité, et ce n'est pas un bloc que je conseillerais à faire pour un novice. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut quand même quelqu'un de confirmé en ALR pour le faire à l'aveugle en tout cas. Avec l'écho, c'est tout à fait faisable puisqu'on voit très bien ce qu'on fait.
Les contre-indications du BIS, eh bien, j'en ai parlé au cours du topo, ça va être l'insuffisance respiratoire, les patients qui ont des antécédents, en tout cas, ou à l'heure actuelle, respiratoires, qui ont un pneumothorax du même côté, une traumathoracique du même côté, un BPCO, une insuffisance respiratoire. Donc, toute pathologie respiratoire, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, vous allez entraîner une paralysie diaphragmatique par blocage du nerf phrénique qui peut compliquer donc une fonction respiratoire déjà altérée. Mais cette complication est devenue très, très rare avec l'échographie parce qu'on utilise de très faibles doses et les doses qu'on utilise en pratique, c'est-à-dire entre 5 et 7 cc, les études ont montré qu'avec 5 à 7 cc, on avait très, très, très peu de diffusion vers le nerf phrénique. Moi, personnellement, je le fais chez tout le monde, mais ce n'est pas ce que je conseille. Voilà. Théoriquement, en tout cas, ça reste contre-indiqué dans ces situations-là. Très bien, C'est les seules situations où il est contre-indiqué. très bien, très bien. Est-ce que vous avez Je, d'autres questions? je pense que c'est fini, hein, il n'y a plus de questions, on a Est-ce répondu que à tout le monde. j'ai répondu aux questions? Au vu des Est-ce merci, que je c'était pense que clair? oui. Ouais, tout le monde a dit que voilà, tu avais répondu. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, c'est le moment ou jamais. Sinon, on va libérer professeur Abed. Elle va se pencher. Juste, si je comprends, il y a quelqu'un qui dit qu'on ne refait pas le bloc sur le même nerf. Non, je n'ai pas dit ça. Comme je vous ai dit, vous pouvez prendre le nerf à n'importe quel endroit de son Ouais. trajet. D'accord? Donc, simplement, là, c'est une question de concentration qui rentre en jeu. Mais sinon, le nerf, vous pouvez le prendre en axillaire, vous pouvez le prendre au niveau du coude, vous pouvez le prendre à n'importe quel endroit. D'accord? Il n'y a pas de problème. Si vous faites un axillaire, ça ne marche pas, vous pouvez du poignet. Donc, il n'y a pas de souci de faire un bloc sur le même nerf au cours de son trajet. Voilà. Voilà. Voilà Reynald. C'est ça. Très bien. Alors, pour l'enfant, il va y avoir des séances spécialement consacrées à l'enfant. Et c'est Rahil, c'est le professeur Rahil qui va nous faire ça en duplex depuis là où il est actuellement, quelque part en Ardèche, en France. Donc Ouais. voilà. Ouais. Euh, donc très bien. Euh, alors il y a une autre Ah oui, question. Est-ce que ça c'est. ouais, Oui, vas-y. vas-y, je t'en prie. Est-ce qu'on peut tenter l'aventure du plexus brachial sans écho? C'est-à-dire du plexus, à Alors, quel niveau? faut, Du supraclaviculaire? faut nous préciser, hein, parce que le plexus brachial, est-ce que tu es en train de parler, je pense qu'il est en train de parler du bis Du supraclaviculaire, je pense. ou du bis, Euh, carrément. donc, veuillez Je pense que vos. tu as répondu. Bon, on va prendre d'autres questions en attendant d'avoir des explications. Est-ce que la chirurgie de la coiffe peut se faire en ALR? Ah, Et ça, tu as ça déjà aussi. répondu. Ça Ouais. aussi, c'est une question très intéressante et qui a fait aussi un long débat. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Écoutez, les gens qui disent faire de la chirurgie de l'épaule sous ALR seul, euh, c'est un leurre parce qu'il y a forcément derrière de fortes doses de propofol, de fortes doses de morphinique, euh, et donc ce qu'on appelle la RAGE. Donc, c'est la Regional Analgesia Générale, d'accord? Et moi, je ne suis pas très fan de ça. Pour faire une anesthésie parfaite de l'épaule, il va falloir associer, il va falloir associer un bis, il va falloir associer un bloc du nerf supraclaviculaire. Le nerf supraclaviculaire, pas le bloc supraclaviculaire, donc un bis, un nerf supraclaviculaire, un nerf intercosto-brachial. Donc il y a beaucoup de nerfs qui interviennent entre innervation profonde et innervation superficielle.
Et faire une chirurgie de l'épaule avec un bis seul, ça ne marche pas. Donc, il faut au moins associer un cervical superficiel, l'intercostobrachial. Donc, voilà. Et pour moi, quand on commence à associer 3-4 blocs, pour moi, c'est pas. Franchement, pourquoi aller associer 3-4 blocs alors que la G, c'est bien aussi. Hein, la G, quand il faut, il faut. Hein. Donc, le bis, c'est surtout pour l'analgésie. Après, si vous avez un malade que vraiment vous avez du mal, impossible à endormir, à ce moment-là, oui. Ah, il y a une petite fille qui voulait apprendre l'anesthésie apparemment. Alors, notre ami, je pense que c'est aussi un La Congolais qui deuxième avait question, posé la c'était question de tout à l'heure. Oui, il parlait bien du bis. Hein. Ah, le bis, Ah ouais. on en a déjà, ouais, on Parce a qu'en déjà fait, répondu. en fait, il est en train de dire qu'ils ont un plateau technique qui est limité chez eux. Et voilà, il aimerait bien. Maintenant, tout dépend pour quoi faire. En fait, tous les blocs que je viens de vous décrire, parce que je vous ai décrit les principaux blocs du membre supérieur, ceux qu'on réalise le plus. Tous les blocs que je viens de décrire peuvent parfaitement être faits sous neurostimulateur. Ce sont des blocs qui ont été décrits sous neurostimulateur, qui ont été réalisés à l'aveugle sous neurostimulation et que vous pouvez parfaitement faire avec des repères anatomiques stricts. Après, vous n'avez pas le même taux de réussite, vous n'avez pas le même profil de sécurité non plus, parce que pour aller s'aventurer faire un bis, je ne vous conseille pas de faire ça si vous n'avez pas vraiment du vécu question ALR, quoi. Hein. Ce n'est pas un bloc que je conseillerais pour aller apprendre à faire de la ALR. D'accord? Parce que ce n'est pas le bloc le plus safe du monde, quoi. Mais oui, tous les blocs, le supraclave, le bis, tous ces blocs-là peuvent parfaitement être réalisés à l'aveugle sous neurostimulateur, juste en respectant les repères. Alors, j'aimerais juste rassurer nos amis subsahariens, en fait, parce qu'on est tous des Africains. Par rapport à l'échographie, au plateau technique, n'allez pas croire que voilà, ça s'est fait en une nuit en Algérie. Il y a à peine 10 ans de ça, l'échographie n'était pas aussi démocratisée qu'aujourd'hui. Hein. Il y a une dizaine d'années, on faisait des blocs sous neurostimulation aussi. Hein. On n'a pas à en avoir honte ni à rougir. Il suffit juste de le faire. Mais voilà, mais avec l'échographie, rassurez-vous, la courbe d'apprentissage est très bonne. Vous allez apprendre assez rapidement, vous allez voir. Et puis, on est là. Si vous avez besoin d'aide pour apprendre, ben, on est là pour vous soutenir, pour vous apprendre des choses. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous contacter. Je pense que le professeur Abed est complètement disposé à vous faire des formations. Il n'y a pas de Il n'y a souci. pas de problème, pas de souci. Voilà. Alors, s'il y a d'autres questions, sinon, on va lâcher, on va libérer le professeur Abed. Qui est en Voilà. post-garde. En plus. Oui. Bah, je pense que on va s'arrêter Non, là, mais c'est c'est un suffisant. plaisir. Si vous avez des questions, je Voilà. suis tout à fait disponible et disposée à vous répondre. Et de J'espère, toute façon, tu seras là jeudi prochain, donc s'ils ont des questions, on Inch'Allah. pourra rattraper. Voilà. J'espère que, Voilà. que Merci beaucoup, c'est Abed, c'est très bénéfique gentil pour à vous. toi. Voilà. Tu Merci as, à tout le monde tu d'avoir as une répondu semaine présent à pour cette préparer le question. membre inférieur et puis pour Parfait, nous donner rendez-vous pour les anesthésiques locaux. Voilà, à venir. parfait. Comme j'ai dit, Merci. to be continued. Voilà, Merci tout très le bien. monde et bon courage et bonne fin de journée. Et j'espère à jeudi prochain. Inch'Allah, Inch'Allah. Alors, il y en a qui me proposent qui veulent avoir la communication. Moi, j'ai pas de problème. Elle est enregistrée. On va faire le montage et on va la balancer sur la page Facebook et la page YouTube. J'avais dit ça au début. Voilà, Donc voilà. Très bien. Ah, ya. parfait. Merci à vous, merci tout le monde. À À très bientôt. bientôt. Au Slama. revoir, à très Bye bye. bientôt. Merci, Slama. Chatar.
Ben, à ton service, c'est moi qui te remercie au contraire.